de médicaments qui n'ont pas du tout révélé leur efficacité, loin de là, donc on n'a encore pas trouvé. Alors, on avait de la peine à reconnaître, on n'était pas d'accord pour reconnaître cette maladie comme une maladie primaire. La psychiatrie est contre, et elle est toujours contre. À l'époque, elle était contre. Je me souviens qu'on avait beaucoup de contacts avec la responsable qui était médecin, qui était une Française, la doctoresse Annie Minot, qui a dirigé l'abus de substances dans tout le canton de Genève pendant pas mal d'années. Elle disait, quand vous expliquez le modèle Minnesota ou le concept de maladie universelle à mes psychiatres, à mes jeunes psychiatres, ne prononcez pas le mot primaire. Je me souviens très bien, on ne pouvait pas. Alors, les psychologues, quant à eux, ils ont développé l'entretien motivationnel, c'est-à-dire pour essayer de faire faciliter ce pas pour rentrer en traitement. Comment on pouvait essayer de convaincre la personne dépendante, qui naturellement, à cause des phénomènes de déni, ne veut pas admettre ou ne voit pas qu'elle a cette maladie, même si on lui dit. Et en 2007, on a eu finalement un vrai constat d'échec, parce qu'il y avait 100 patients par an qui étaient soignés au Petit Beaulieu. Et il y avait seulement 7 personnes, 7 patients par an qui avaient arrêté de boire. Ça coûtait 3,5 millions de francs suisses, il y avait 30 personnes, 10 médecins, 3 secrétaires, ou 2 secrétaires et demi, il y avait 2 assistantes sociales, il y avait, une équipe absolument incroyable, et il n'y avait pas de résultat, pratiquement pas de résultat. La métairie, pendant ce temps, avec le modèle Minnesota, pendant les 2 décennies, plus de 2 décennies, a sorti des centaines et des milliers de personnes abstinentes. Je pense que je ne me trompe pas. Hein. Et alors, on voit qu'il y a... On ne comprend pas très bien, vu de l'extérieur. C'est pour ça que c'est important de parler aussi de ça, qu'on sortit de cette salle en sachant que c'est une maladie qui se traite, qu'il existe un modèle universel, et qu'il faut qu'on puisse faire bouger les choses pour que ce modèle soit à disposition des gens qui souffrent. Moi, je pense qu'un thérapeute, que ce soit un psychologue, un médecin, un oncologue qui s'occupe de cette maladie de la dépendance, la moindre des choses, c'est qu'il ait compris ce qu'il traite, et puis qu'il donne, on est en droit d'attendre de lui, qu'il donne un traitement efficace aux gens. Sinon, moi j'appelle ça de l'escroquerie, ou bien même de la... C'est criminel de faire ça, et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on continue de faire chez nous. Alors, à titre, voilà, un exemple, l'alcoolologie non psychiatrique s'est terminée en 2007. Moi, j'ai eu la chance de retourner en alcoolologie entre 2000 et 2007, en alcoolologie non psychiatrique. Je me suis occupé du Petit Beaulieu, pas pu changer grand-chose. Et ce constat d'échec a fait que le Petit Beaulieu a fermé. Et puis, donc normalement, il doit s'en aller, voilà, il s'en va. Et puis, on est revenu à la case départ. C'est-à-dire qu'on a réinstitutionnalisé les patients alcooliques qui se retrouvent maintenant, pour ceux qui connaissent, à Bellidé, qui est l'hôpital psychiatrique qui s'appelait Bel-Air avant. Et le Petit Beaulieu n'existant plus, on a pris les mêmes thérapeutes qui n'avaient toujours pas compris de quoi il s'agissait. Et puis, ils ont pris un bâtiment et on met les patients en psychiatrie. Voilà, on les mélange d'ailleurs avec d'autres pathologies et on continue comme ça. Alors, on a cherché de nouveau, toujours d'autres solutions, et on est arrivé à une aberration scientifique, puisqu'on a vu que la définition de l'alcoolisme était la perte de contrôle de la consommation. On a lancé un modèle de traitement à Genève qui s'appelle la consommation contrôlée. Voilà, vous avez compris pourquoi, moi, quand je commence à reparler de ça, je m'enflamme assez vite, et j'arrive pas à me calmer depuis 25 ans, parce que je vois qu'on ne va vraiment pas dans le bon sens. Alors, il y a un modèle de traitement, si on nous appelle ça comme ça, au Canada, qui s'appelle Alcochois. Mais par rapport aux 12 000 cliniques qu'on a vues dans le monde, qui disent toutes la même chose, par rapport aux 33 000 médecins qui disent tous la même chose et qui sont tous membres de la même association, American Society of Addiction Medicine, on va chercher un truc, mais juste pour faire de l'argent. C'était sûr que si on ouvrait un centre de traitement au Canada en commençant à faire de la publicité, en disant qu'on peut vous apprendre à contrôler votre consommation, ça allait être plein en 3 jours. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, pour eux,
il y a eu des procès, parce qu'il y avait des gens qui étaient dans les alcooliques anonymes, qui ne buvaient plus, qui étaient en rétablissement ou déjà rétablis, et quelques-uns ont atterri dans cet alcochois, dans ce modèle d'alcochois. Et ce qui s'est passé, c'est que peut-être certains sont décédés, parce qu'ils ont rechuté, ça s'est mal passé. Et il y a eu des procès, des familles qui ont attaqué ce type de traitement. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose à suivre, et c'est, je dirais, une exception. Alors, quand on continue de faire l'état des lieux, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce modèle? Alors, il y a une résistance des professionnels à l'adoption d'un modèle commun. Donc, on ne veut pas adopter un modèle qui fonctionne, parce que ceux qui traitent cette maladie, ils ont l'impression que les non-professionnels, les alcooliques anonymes, tous les gens qui vont bien, vont leur prendre leur travail. En plus de ça, il y a forcément une frustration terrible, parce que quand on est thérapeute, et puis que ça ne marche pas, mes confrères et amis psychiatres, ils n'ont jamais vu un alcoolique qui allait bien. Comment on peut croire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire, on n'a rien à transmettre si on n'a jamais vu quelqu'un qui allait bien. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens rétablis. Moi, je suis un alcoolique rétabli. J'ai eu la chance d'aller au premier traitement qui existait ici, puis par la suite aux États-Unis, pour pouvoir bénéficier d'un traitement qui marche. Et nous sommes des millions comme ça. La seule différence avec les autres personnes, c'est que moi je sais que je le suis, et puis les autres gens ne savent plus que je le suis. Mais à l'époque, on le voyait bien. Donc, on a eu ça aux États-Unis. On a eu des gens comme Mme Betty Ford, on a eu des gens comme des acteurs de cinéma. On a eu Robin Williams, on a Robbie Williams, le chanteur. On a Robin Williams, il s'est suicidé, il allait très très bien, nous l'avons connu, et il avait malheureusement un côté dépressif très important, et puis ça a fini par l'emmener il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. Et puis des acteurs de cinéma comme Anthony Hopkins, qui a toujours eu des seconds rôles pendant qu'il buvait, tant qu'il buvait, et le jour où il a arrêté de boire, il a eu les premiers rôles dans Le Silence des agneaux, notamment. Donc on a des gens qui ont dit, oui, moi j'ai cette maladie, je l'ai eue, je me suis traité, je vais bien. Je me suis traité par ce modèle de traitement. Et finalement, c'est assez logique aux États-Unis, quand on a cette maladie, ceux qui l'ont et qui vont bien, ils vont chercher leurs copains, ils l'amènent en traitement. Il y a une autre dynamique, mais au moins, ici, on ne demande pas d'aller si loin pour l'instant, mais qu'on ait au moins un modèle de traitement qui marche à offrir aux gens. Donc, il n'y a pas de cohésion non plus. S'il n'y a pas de cohésion chez les thérapeutes, si on n'est pas d'accord sur ce que c'est comme maladie, comment est-ce qu'on veut en avoir une cohésion chez les patients? C'est pas possible. Donc on cherche toujours des traitements individualisés, et puis voilà, on peut caractériser un petit peu l'approche psychiatrique dans différents secteurs qui s'occupent d'alcoolisme chez nous. Et puis, je dirais encore rapidement, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? On est arrivé au bout. Alors, on a une particularité quand même en Suisse. Tous les pays du monde ont 3 piliers pour s'occuper de cette maladie, de la dépendance, alcool ou toxicomanie. On a de la prévention, tout le monde fait de la prévention. On a une répression. Alors, il y a des lois qui disent que certaines substances sont interdites, d'autres sont légales, d'autres illégales. On parle de drogue dure, douce. En parenthèse, le cerveau il s'en fout complètement. Il n'a pas du tout regardé si c'est illégal, légal. Il y a des drogues qui sont plus puissantes, qui vont plus vite, d'autres qui vont moins vite. C'est tout. Toutes les drogues ont des effets psychotropes, et c'est la société qui a mis des étiquettes dessus. Donc on a de la répression, elle est nécessaire. Et puis, comme ça. Voilà, on va le retrouver.
je disais la politique suisse est le troisième pilier de ce traitement. Mais comme on n'a pas de traitement, on a dit on va les aider à survivre. On a dit on va donner de la méthadone, et on fait 25 ans qu'on donne de la méthadone aux héroïnomades sans les traiter. C'est ce qu'on appelle une substitution. On a eu de la méthadone aux États-Unis, mais comme phase intermédiaire, après on a enlevé la méthadone et puis on les a traités. Voilà, en Suisse on donne l'AI en même temps que la méthadone. On donne d'abord la méthadone et on donne l'AI, l'assurance invalidité après, et on est tranquille. On a fait beaucoup mieux il y a quelques années, si vous vous souvenez. Pour ceux qui sont suisses, on a voté l'introduction du quatrième pilier dans notre constitution, qu'on a appelé l'aide à la survie.